Sentez-vous curieux, le podcast de la santé, mais pas que. Bonjour et bienvenue sur le podcast Sentez-vous curieux. Je suis Gaëlle Berger, ancienne professeure de pilates et orthoprothésiste, et ensemble nous allons parler de votre santé, mais pas que. Effectivement, mieux comprendre ce qui se passe dans notre corps, c'est pouvoir mieux prendre soin de soi. Aujourd'hui, je vais vous parler du diabète, plus précisément des diabètes de type 1 et de type 2. Dans le monde, 540 millions de personnes sont atteintes de diabète et près de la moitié vivent avec un diabète non diagnostiqué et donc avec un risque accru de faire face aux complications liées à cette maladie. D'ici 2045, les projections de la Fédération internationale du diabète montrent que ce nombre devrait atteindre 783 millions, soit un adulte sur 8. En France, plus de 4 millions de personnes vivent avec un diabète, et ce chiffre, comme partout dans le monde, est en constante augmentation. C'est donc un véritable enjeu de santé publique. Le diabète de type 2, qui correspond à plus de 90% des cas de diabète, est notamment qualifié d'épidémie au niveau mondial. Mais qu'est-ce que le diabète ? Quelles sont les différences entre le type 1 et le type 2 ? Quels sont les symptômes et les conséquences ? Quel traitement et quel suivi ? L'importance de la prévention et du dépistage précoce est un enjeu essentiel dans la prise en charge de cette pathologie. Alors, c'est quoi le diabète ? Le diabète est une maladie chronique entraînant une hyperglycémie. La glycémie correspond au taux de sucre dans le sang, plus précisément au taux de glucose. Et le glucose est issu de la digestion des glucides que nous mangeons. Le glucose va fournir de l'énergie aux cellules de l'organisme. Par exemple, le cerveau, très actif, est notamment un gros consommateur d'énergie et donc de glucose. Vous connaissez sans doute l'hypoglycémie, qui est une baisse de glucose dans le sang. Notre corps n'a plus d'énergie, on se sent faible, on peut même avoir la tête qui tourne et même faire un malaise. Dans ce cas, on vous conseille de manger quelque chose de sucré pour augmenter le taux de sucre dans le sang. Eh bien, à contrario, l'hyperglycémie est un excès de glucose dans le sang. Le taux de glucose moyen dans le sang est autour d'1 gramme par litre. Lorsque la glycémie dépasse 1,26 g par litre à jeun ou 2 grammes par litre à n'importe quel moment de la journée, on parle alors de diabète. Le taux de glucose dans le sang varie tout au long de la journée, avec des pics après les repas. Alors, comment notre corps fait-il pour réguler la glycémie ? Le pancréas, dont nous avions parlé lors de l'épisode sur le système hormonal, détecte l'augmentation de la glycémie. Il va alors y répondre en sécrétant via sa partie endocrine, et plus précisément via les cellules bêta des îlots de Langerhans, une hormone, l'insuline. L'insuline agit comme une sorte de clé, permettant au glucose de rentrer dans les cellules et ainsi leur fournir l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. Sans l'insuline, le glucose ne peut pas entrer dans la cellule et donc la cellule est privée d'énergie. Ce qu'il faut retenir, l'insuline permet de faire baisser la glycémie. L'absence d'insuline ou une baisse de la sensibilité des cellules à celle-ci provoque l'hyperglycémie. Et l'hyperglycémie, au-delà de 1,26 g par litre dans le sang à jeun ou de 2 grammes par litre à n'importe quel moment de la journée, est synonyme de diabète. Maintenant, quelles sont les différences entre le diabète de type 1 et de type 2 ? Le diabète de type 1 touche principalement les enfants et les jeunes. En général, il se déclare dans la moitié des cas avant l'âge de 20 ans. Et même si on connaît depuis longtemps le diabète de type 1,
ses origines sont encore mal comprises. Génétique, environnementale. Ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit d'une maladie auto-immune. Le système immunitaire s'attaque à ses propres cellules, ici aux cellules du pancréas, et plus exactement aux cellules bêta des îlots de Langerhans, et il les détruit. Par conséquent, le pancréas ne peut plus produire d'insuline. Le diabète de type 1 est donc dit insulinodépendant, car le corps ne sécrète plus d'insuline. L'absence d'insuline entraîne une hyperglycémie qui elle-même entraîne un ensemble de conséquences qu'on appelle le syndrome cardinal du diabète. Le corps va tenter d'éliminer l'excès de glucose par les reins et donc par les urines. Il y aura donc une augmentation en fréquence et en quantité des envies d'uriner. C'est ce qu'on appelle la polyurie. Parfois, un enfant qui était propre recommence à faire pipi au lit. Ces urines abondantes et fréquentes vont engendrer une soif anormale pour tenter de compenser la perte en eau. C'est ce qu'on appelle la polydipsie. On parlera aussi, pour regrouper polyurie et polydipsie, de syndrome polyuro-polydipsique. Oui, je me suis entraînée pour arriver à le dire. Polyuro-polydipsique. Et ce syndrome va fatiguer les reins. Ensuite, l'absence d'insuline privant les cellules du glucose et donc de l'énergie nécessaire à leur fonctionnement, le corps va alors puiser dans les réserves de graisse qui va entraîner un amaigrissement, malgré un maintien de l'appétit, voire une augmentation de l'appétit. Tout ceci engendre également de la fatigue. Si le diabète de type 1 n'est pas rapidement pris en charge, cela peut aller jusqu'à l'acidocétose. En effet, le corps va lutter par tous les moyens pour tenter de faire baisser la glycémie et trouver de l'énergie, notamment via l'utilisation des graisses. Or, la fabrication d'énergie à partir des graisses du foie produit de l'acétone, néfaste pour le corps. C'est cela qui engendre l'acidocétose. L'acidocétose se manifeste par des douleurs abdominales, des nausées et même des vomissements, une perte d'appétit, des troubles de la vue, une odeur fruitée de la laine ou une odeur anormale des urines due à la production de corps cétoniques. Autre conséquence, la somnolence, une respiration rapide, puis, en l'absence de traitement, des troubles de la conscience pouvant aller jusqu'au coma. Mais aujourd'hui, cela reste très rare. Si un enfant présente des symptômes du diabète de type 1, il faut consulter sans tarder. Le médecin a le choix entre deux examens. Soit un examen des urines par bandelette pour vérifier la présence de glucose dans les urines, c'est la glycosurie, voire de corps cétonique, c'est la cétonurie. Soit un examen du sang par bandelette après une petite piqûre au bout du doigt ou au bout du lobe. Encore une fois, pour vérifier le taux de sucre dans le sang et constater ou non l'hyperglycémie. Si le test confirme la suspicion d'un diabète, l'enfant ou l'adolescent est alors tout de suite dirigé vers un établissement hospitalier pour être pris en charge, confirmer le diagnostic avec une prise de sang et mettre rapidement en place le traitement. Ensuite, au quotidien, le patient devra contrôler régulièrement sa glycémie dans la journée et se faire des injections d'insuline pour la réguler, son corps ne pouvant plus le faire lui-même. Ces injections ne sont pas anodines, car elles peuvent trop faire baisser la glycémie et entraîner au contraire une hypoglycémie. Il existe plusieurs méthodes de contrôle de la glycémie et d'administration de l'insuline en fonction des cas. Glucomètre, stylo, pompe, etc. La mise en place du traitement se fait après un bilan complet avec un diabétologue ou un pédiatre, médecin expérimenté en diabétologie. Malheureusement, aujourd'hui, on n'en guérit pas. C'est donc un suivi et un traitement à vie. Le diabète de type 2, quant à lui, n'est pas une maladie auto-immune,
mais est lié à notre mode de vie. Il survient le plus souvent à l'âge adulte, à partir de 40 ans. Même si le risque de survenue augmente s'il y a une prédisposition génétique, il ne suffit pas à l'expliquer. Les principaux facteurs de risque de survenue d'un diabète de type 2 sont les causes environnementales, avec en premier lieu l'alimentation combinée à la sédentarité qui amène au surpoids et à l'obésité. Avec l'évolution de notre société et de notre mode de vie, de plus en plus sédentaire et où le sucre et les mauvaises graisses sont partout, la prévalence du diabète de type 2, c'est-à-dire le pourcentage de personnes dans la population, est en constante augmentation et commence également à toucher les jeunes en surpoids. C'est pourquoi il est qualifié d'épidémie au niveau mondial. Et je fais une parenthèse, mais même la prévalence du diabète de type 1 est en augmentation. Le diabète de type 2 est dit insulino-résistant. Malgré une production normale d'insuline, les cellules n'arrivent plus à l'utiliser normalement. La clé ne fonctionne plus. Les graisses entourant les muscles et les organes limitant le pouvoir de l'insuline. Ce qui engendre peu à peu une augmentation de la glycémie jusqu'à l'hyperglycémie. C'est une maladie silencieuse qui s'installe progressivement. Parfois, les patients ne sont dépistés qu'après plusieurs années, avec malheureusement les conséquences d'une hyperglycémie chronique. Autre conséquence possible à terme, le pancréas va essayer de compenser en produisant plus d'insuline jusqu'à se fatiguer et produire de moins en moins d'insuline. C'est ce qu'on appelle l'insulinopénie. Et ce qui va aggraver l'hyperglycémie et complexifier encore un peu plus la prise en charge. Les symptômes du diabète de type 2 sont liés à l'hyperglycémie et à ses conséquences. Ils sont donc à peu près les mêmes que pour le diabète de type 1. Cependant, dans un diabète de type 2, la maladie étant plus silencieuse et s'installant dans le temps, ces symptômes peuvent s'installer de façon très progressive, sans qu'on fasse le lien tout de suite. Besoin d'uriner plus fréquent, jour et nuit et augmentation de la soif, perte de poids malgré une augmentation de l'appétit, fatigue, démangeaisons au niveau des organes génitaux, cicatrisation très lente d'une plaie, vision trouble, infection plus fréquente. Mais même si les symptômes ne sont pas ressentis tout de suite, les conséquences d'une hyperglycémie chronique abîment le corps. C'est d'ailleurs parfois à la suite d'une complication du diabète que celui-ci est diagnostiqué. Et nous verrons tout à l'heure les complications possibles du diabète et l'importance du suivi. Le diagnostic est grosso modo le même que dans le cas du diabète de type 1. Il passe par une prise de sang pour vérifier la glycémie. Est-elle supérieure ou égale à 1,26 g par litre dans le sang à jeun sur 2 jours différents? On peut également vérifier le taux d'hémoglobine glyquée dans le sang. Alors, qu'est-ce que l'hémoglobine glyquée? L'hémoglobine, ce sont les globules rouges qui transportent l'oxygène dans le sang. Lorsqu'il y a trop de glucose dans le sang, celui-ci vient se lier à l'hémoglobine, ce qui donne l'hémoglobine glyquée, qu'on note aussi HbA1c. Ils auraient pu l'appeler C3PO, ça aurait été plus simple. Mais bon, va pour HbA1c. L'hémoglobine se renouvelant tous les 3 mois, le taux d'hémoglobine glyquée permet d'estimer la glycémie moyenne au cours des 3 derniers mois. Plus le pourcentage d'hémoglobine glyquée est élevé, plus la glycémie moyenne des 3 derniers mois est élevée. Pour vous donner une idée, en général, on donne un objectif inférieur à 7%. Pour le traitement, selon le niveau de résistance à l'insuline et l'atteinte du pancréas, plusieurs possibilités, plus ou moins contraignantes. Pour ça, il faut envisager 3 leviers: l'alimentation, l'activité physique et les médicaments. L'alimentation et l'activité physique sont les leviers prioritaires. Ils permettent dans tous les cas un meilleur contrôle du diabète,
Et d'ailleurs, c'est également vrai pour le diabète de type 1. Et dans certains cas de diabète de type 2, ils peuvent suffire. Alors bien sûr, ce n'est pas simple de changer certaines habitudes et cela demande des efforts. Cela peut se faire progressivement et en étant accompagné. Ici, il n'est pas question de privation, mais d'équilibre en trouvant de nouveaux plaisirs actifs et gustatifs. Mais parfois, il faut utiliser le troisième levier, les médicaments. Cela va du simple comprimé, souvent la metformine, à plusieurs comprimés, et même jusqu'aux injections d'insuline, comme dans le cas du diabète de type 1. C'est pourquoi un dépistage précoce a toute son importance, ainsi qu'un suivi régulier de la glycémie, afin d'éviter un traitement médicamenteux lourd et de graves complications. D'ailleurs, parlons maintenant de ces complications liées aux deux types de diabète et à l'hyperglycémie chronique. L'excès de glucose dans le sang va faire un peu comme du caramel, pour prendre une image, qui va boucher les artères et entraîner de graves complications, par atteinte des vaisseaux sanguins ou dégénératives, infarctus du myocarde et insuffisance cardiaque, une rétinopathie au niveau des yeux, une insuffisance rénale, augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral, d'artériopathie et de neuropathie des membres inférieurs. C'est pourquoi il est important de faire un bilan une fois par an en concertation avec son médecin, en plus d'une surveillance régulière de la part du patient. Pour les yeux, allez voir un ophtalmologiste pour faire un bilan de la vue et de la rétine pour éviter la rétinopathie et même la cécité. Pour les dents, un dentiste pour éviter les problèmes dentaires et de gencives, de type carie, parodontite. Pour les reins, les artères, le cerveau, faire des analyses de sang et d'urine pour vérifier le fonctionnement des reins et éviter l'insuffisance rénale, le taux de cholestérol ou dyslipidémie qui augmente encore le risque d'AVC, d'infarctus du myocarde ou de maladies cardiovasculaires. Pour le cœur, faire un ECG, c'est-à-dire un électrocardiogramme, pour vérifier l'état du cœur et dépister d'éventuelles maladies cardiaques. Pour surveiller régulièrement ses pieds, pour éviter les plaies et les infections, mais aussi vérifier la sensibilité, car le diabète crée des lésions nerveuses, souvent aux extrémités, comme les mains, les bras, les pieds et les jambes. Il peut alors apparaître des sensations de picotement ou d'engourdissement. L'absence de sensibilité, plus des troubles de la cicatrisation, plus un risque accru d'infection, peut conduire à une septicémie, c'est-à-dire à la propagation dans le sang d'une infection pouvant aller jusqu'à l'amputation et même la mort dans les cas les plus graves. Les amputations chez les personnes diabétiques sont aussi liées aux troubles vasculaires conséquences du diabète. 90% des amputations sont causées par des affections artérielles d'origine inflammatoire, qu'on appelle artérite. Les patients diabétiques ont 14 fois plus de risques d'amputation. Et c'est malheureusement un constat de terrain. 80% des amputés que nous appareillons en tant qu'orthoprothésistes sont des personnes diabétiques et ou artérétiques. Enfin, une autre complication possible est l'impuissance. Le bilan annuel et le suivi régulier de la glycémie et de l'apparition de nouveaux symptômes par le patient sont donc importants pour prévenir ces complications. En conclusion, 3 choses. Tout d'abord, une prévention active par une réflexion sur notre mode de vie, la transmission d'informations sur de bonnes pratiques alimentaires, comme la diminution de la consommation de soda ou de jus de fruits très sucrés par exemple, et favoriser l'accès à l'activité physique pour tous les âges sont des leviers essentiels dans la lutte contre le diabète. En parallèle, le dépistage précoce du diabète de type 2 est un enjeu de santé publique majeur afin d'éviter des traitements lourds et des complications graves. Donc n'hésitez pas à en parler avec votre médecin. Le dépistage est simple et comme on l'a vu,
plus le diabète est pris à temps, plus on peut lutter contre ses conséquences. Et cela va de pair avec un suivi régulier, en apprenant à écouter son corps et savoir faire quelques contrôles en autonomie, par exemple vérifier d'éventuelles plaies au niveau des pieds. Enfin, on ne guérit pas du diabète, donc il ne faut pas croire aux remèdes miracles qu'on peut vous vendre sur Internet. Même si certains patients avec un diabète de type 2 pris suffisamment tôt grâce à un dépistage précoce et avec un changement drastique d'hygiène de vie ont pu, entre guillemets, guérir du diabète, un suivi est tout de même nécessaire, même en l'absence de traitement médicamenteux. Le meilleur traitement contre cette épidémie reste encore l'information et la prévention. Alors, même si des recherches existent, notamment pour le diabète de type 1, pour le diabète de type 2, pas besoin d'être un grand scientifique pour lutter contre cette épidémie. En revanche, il nous faut le courage de réfléchir collectivement et individuellement à notre mode de vie, tant sur le sujet de l'alimentation que de la sédentarité. Si vous souhaitez en savoir plus sur les diabètes ou être accompagné suite à un diagnostic de diabète, en plus de votre médecin traitant ou diabétologue, sachez qu'il existe beaucoup d'informations en ligne, notamment sur amélie.fr, fédérationdesdiabétiques.org, santépubliquefrance.fr, la Fédération internationale du diabète, l'INSERM, mais vous pouvez également vous tourner vers des associations locales. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir le podcast. Sachez également que vous pouvez retrouver Sentez-vous curieux sur Facebook et Instagram. J'y poste notamment les schémas résumés de l'émission quand il y en a, mais également des informations, des questions, des sujets à venir. C'est un véritable espace d'échange avec vous. Alors je vous dis à très vite et d'ici là, sentez-vous curieux.